Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où le gouvernement et la majorité espèrent définitivement tourner la page et fermer la parenthèse de la réforme des retraites en vantant, comme ce matin, dans le journal du dimanche, la solidité de l'économie française. Et puis sur les sujets régaliens, les débats sur l'immigration promettent d'être vifs. La droite LR est à l'offensive. Et qu'en est-il de la gauche et de la France Insoumise? Aux abonnés absents, point d'interrogation, nous vous poserons la question. Peut-être, Manuel Bompard, êtes-vous davantage préoccupé par vos bisbilles et contradictions parfois au sein de la NUPES, au moment où une partie de la gauche se réunit à Montpellier, loin, très loin de Jean-Luc Mélenchon. Pour vous interroger sur tous ces sujets, mes camarades Nicolas Barré des Échos, bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bock-Côté, bonjour Mathieu. Bonjour. Manuel Bompard, tout d'abord, dans le journal du dimanche, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a évoqué un signal positif quant au maintien du double A, de la note française, parlant d'une stratégie des finances claire et crédible. D'abord, est-ce que vous vous réjouissez du maintien de notre note? Franchement, je me fiche assez de l'avis des agences de notation. Ce n'est pas les agences de notation qui doivent déterminer le contenu de la politique de la France. Il y a quelques semaines de ça, une agence de notation a dégradé la note de la France. À l'époque, j'ai pas entendu Monsieur le maire dire c'est un désaveu de notre politique économique. Là, vous avez une agence de notation qui a maintenu la note de la France et Monsieur le maire dit c'est grâce à nous. Bon, vous voyez qu'il y a une contradiction totale. Ce que j'observe par contre, c'est que la dette française, elle a augmenté très fortement dans la dernière période. On le sait notamment sous l'effet de la crise Covid. Et depuis plusieurs mois, au moment d'ailleurs où cette dette augmentait pendant la crise Covid, avec Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, nous disions attention. Nous devons mettre en œuvre des mesures d'annulation de cette dette liée au Covid. Sinon, dans quelques années, on va nous dire maintenant, on a une dette trop importante et donc il faut mettre en place des mesures d'austérité pour faire baisser la dette. Ce qui m'inquiète, c'est, je vois bien à quel point on va nous dire maintenant notre dette est beaucoup trop importante, donc il faut comprimer les dépenses publiques. Et donc les mesures que nous défendions à l'époque, de mettre la dette en quelque sorte dans les caisses de la Banque centrale, de la faire rouler dans la Banque centrale européenne pour faire en sorte qu'on ne soit pas ensuite sous le poids de l'utilisation politique de cette dette pour nous obliger à mettre en place des mesures d'austérité, j'observe qu'on les a maintenant sous les yeux. Le mot que vous employez, austérité, vous avez vu ce qu'a dit le ministre de l'économie. Ce serait une erreur, justement, que d'aller sur la voie de l'austérité. Lui, il promet un retour à la normale, après un quoi qu'il en coûte, mais il refuse l'austérité. Là, vous êtes d'accord? Non, mais Sonia Mabrouk, il peut décider que dans une interview, il refuse d'utiliser le terme d'austérité, mais quand vous allez réduire de 5% le budget de chaque ministère, puisque c'est la proposition qu'il met sur la table, excusez-moi de vous le dire, ça s'appelle des mesures d'austérité. Et au moment où on sait très bien que la première priorité des Français, par exemple, c'est le système de santé qui est dans un état déplorable, qu'on sait qu'on a besoin d'investir dans nos services publics, qu'on sait, il n'y a pas seulement moi qui le dis, Monsieur Pisani-Ferry, qui est quand même l'économiste qui a écrit le programme d'Emmanuel Macron en 2017, dit il faut investir dans la transition écologique si on veut respecter nos... Notamment, c'est pour ça que je vous le dis, vous voyez bien. Vous dites que la dette est inquiétante et en même temps il faut plus de dette pour financer tout ce que vous... Justement, j'essaye d'être clair sur le fait qu'il me semble qu'il y a une partie de cette dette qu'il faudrait annuler, parce qu'en annulant une partie de cette dette... Vous êtes annulé. Bien sûr. Mais vous le savez, on l'a proposé, ça a été longuement débattu pendant des années et des années. Si vous prenez une partie de la dette Covid, que vous la mettez dans les caisses de la Banque centrale et que vous la faites rouler sur des dizaines et des dizaines d'années, avec l'inflation, cette dette, elle va fondre progressivement et donc elle va être annulée. Donc je suis pas en train de... Il y a de l'inflation alors. Mais l'inflation, c'est pas que je la souhaite ou je la souhaite pas, mais vous voyez bien qu'elle est sous nos yeux. Ça vous a pas échappé. Enfin, en tout cas, je pense que... avec de telles mesures. Mais non, pas du tout. Économistes, du moins. Franchement, je vais essayer d'être clair puisque vous avez l'air de penser que c'est pas clair ce que je dis. Donc, je pense qu'il faut mettre une partie de la dette dans les caisses de la Banque centrale pour faire en sorte qu'on puisse l'annuler, pour se libérer des marges de manœuvre financières, pour investir, y compris par l'endettement, notamment dans la transition écologique. Et c'est ce que propose un économiste comme Monsieur Pisani-Ferry, dont on peut pas dire qu'il est extrêmement proche du programme de la France Insoumise, mais il dit c'est la seule solution si on veut être à la hauteur du défi du siècle, qui est le défi de l'urgence climatique. Donc voilà ce que je pense. La question aujourd'hui, elle n'est pas des plans d'austérité, elle est des investissements dans la transition écologique. Et maintenant, si vous voulez parler... Pas le ministre de non, je ne le crois pas du tout. Mais pourquoi, quand il vous dit on n'est pas
pas sur le chemin de l'austérité. Je vous ai donné des chiffres, Sonia Mabrouk, si vous arrivez à me convaincre. D'une période et d'une politique du quoi qu'il en coûte, ça, oui, mais est tous d'accord. Non, mais d'accord, mais si vous arrivez à me convaincre que comprimer les dépenses de chaque ministère de 5%, ça s'appelle pas de l'austérité, je voudrais bien vous écouter. Si, il y a des efforts à faire, venons-y. La question, c'est si on veut lutter contre l'endettement, il y a deux manières de faire. Il y a réduire les dépenses et puis il y a augmenter les recettes. La France, c'est 157 milliards d'euros chaque année d'aide aux entreprises sans aucune contrepartie. Augmenter les recettes, ça veut dire augmenter les impôts, pour être clair. Je suis en train de vous donner un élément de réponse. La France, c'est 157 milliards d'euros chaque année d'aide aux entreprises sans aucune contrepartie. Cette politique-là d'aide aux entreprises, d'exonération fiscale, elle n'a jamais été évaluée. D'ailleurs, c'est pas seulement moi qui le dis, la Cour des comptes dit qu'il faudrait qu'on évalue l'impact de cette politique. Ça représente une partie significative. Les dépenses ne sont jamais trop élevées, il n'est jamais nécessaire de couper dans les dépenses. Mais ça dépend lesquelles. La crise Covid a entraîné une augmentation des dépenses, ramener les choses à la normale pour vous, c'est de l'austérité? Pardon? La crise Covid a entraîné une augmentation des dépenses. Oui. L'idée de redépenser désormais sans le contexte Covid, donc ramener les choses à la baisse, pour vous, c'est de l'austérité? Ça dépend. Encore une fois, vous voyez bien qu'on a des besoins qui sont des besoins immenses. Enfin, si vous voulez, la question climatique, par exemple, si vous voulez faire en sorte qu'on soit tout simplement sur une planète qui nous permet de continuer à vivre un écosystème qui rend la vie humaine possible à horizon 50 ans, 60 ans, tout le monde sait que c'est maintenant qu'il faut faire les efforts. Donc moi, je vous dis, la dette climatique, la dette écologique, celle-là, vous ne pourrez jamais la rembourser. Il y a un autre défi, Emmanuel Bompard, qui est aussi la lutte contre le chômage, évidemment. Le ministre de l'économie en a parlé dans cette interview au Journal du Dimanche. Il s'est félicité du bilan de l'exécutif, vantant un taux de chômage au plus bas, des usines qui ouvrent un petit peu partout de nouveau en France. Et nous sommes, dit-il, la nation la plus attractive pour les investisseurs. Oui. Chiffres à la pluie. C'est faux. Chiffres à l'appui. Chiffres à l'appui, vérifier les chiffres, ça a déjà été fait ce travail. La France n'est pas le premier pays en matière d'investissement étranger. Pour être très clair et soyons précis, c'est le premier pays en matière de nombre de projets d'investissement en Europe. Ça n'a pas été le premier pays en matière de montant des investissements en Europe et encore moins ce n'est encore moins pas le premier pays en matière de création d'emplois industriels. Pardon ? On a gagné en attractivité, ça vous le reconnaissez. Ces dernières années, on a gagné en attractivité. Je suis pas certain puisque je suis en train de vous dire que contrairement à ce qui a été, contrairement à ce que dit le ministre Monsieur Le Maire, il utilise des chiffres qu'il détourne et il les utilise de manière mensongère. Maintenant, si vous voulez qu'on parle des chiffres du chômage, tout le monde sait très bien que les chiffres du chômage qui sont présentés aujourd'hui sont un effet de calcul. Ils sont détournés, les chiffres du chômage ? Ils sont un effet, bien sûr. C'est une évidence. C'est des chiffres qui sont. Quand vous radiez des personnes. Vous considérez que les chiffres officiels, les chiffres de l'INSEE, tout ça, c'est détourné? Non, mais je vous dis pas que les chiffres sont faux, mais la question c'est qu'est-ce qu'ils comptent. Vous savez très bien que quand vous radiez des gens de l'inscription à Pôle emploi parce que vous durcissez les conditions pour continuer à être inscrit à Pôle emploi, après vous pouvez afficher des chiffres dans lesquels le nombre de personnes demandeuses d'emploi a baissé. Pourtant, en réalité, le nombre de personnes qui n'ont pas d'emploi reste à peu près malheureusement dans les mêmes proportions. Voilà, c'est pas une théorie du complot de dire ça, de dire que ce qu'on compte ne correspond pas en vérité au nombre de personnes qui sont effectivement sans emploi. Alors Manuel Bompard, peut-être que la note de la France a été, en tous les cas pour l'heure, maintenue parce qu'il y a eu cette réforme des retraites qui a été engagée. 2 premiers décrets d'application de la réforme viennent de paraître au journal officiel et pas n'importe quel décret puisqu'il y a celui qui porte l'âge de 62 à 64 ans. Ce sont les premiers décrets, il y en aura d'autres. Elle est mise en route, elle est mise en œuvre en réalité. D'abord, je veux répondre sur votre question. Vous dites peut-être que la note de la France n'a pas été dégradée pour ça. J'observe qu'au contraire, quand une autre agence de notation a dégradé la note de la France il y a à peu près un mois de ça, elle l'a dit qu'elle le faisait notamment en raison de l'incertitude liée au contexte social et politique. Donc c'est précisément l'inverse. La note de la France, elle a été dégradée à ce moment-là parce que le président de la République a semé un tel climat de chaos dans le pays que, y compris les agences de notation, s'inquiétaient sur sa capacité à réformer le pays. Parce que le président de la République a réformé, c'est lui qui a semé le chaos dans le pays. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'agence de notation. Vous avez une drôle de manière de lire la manière dont l'agence de notation a... Vous le lirez, vous verrez, mais il figure dedans la phrase sur l'instabilité du contexte social et politique. Je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'agence de notation rend responsable Emmanuel Macron seul.
Ah bah peut-être pas tout seul, mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a une situation, le président de la République, en essayant de passer en force cette réforme des retraites, a créé une telle situation d'instabilité et de blocage du pays que, y compris des gens qui ne sont pas des références pour moi, comme les agences de notation, s'inquiètent de cette situation. Maintenant, venons-en au sujet de la réforme des retraites. Alors justement, vous dites, est-ce que c'est derrière nous? Non, c'est pas derrière nous, c'est devant nous. Il y a eu un épisode mouvementé en commission des affaires sociales autour de l'article 1. On a suivi, il n'y a pas du tout de surprise maintenant quant à une hypothétique abrogation de la réforme des retraites. Ah bon? Donc, alors d'abord, c'est pas un... Il y a une possibilité? Bien sûr, il y a une proposition de loi du groupe que nous avons co-signée d'ailleurs, qui va être examinée au sein de la niche du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale jeudi prochain. Ça, c'est un fait. Vous avez entendu ce que dit la présidente de l'Assemblée nationale sur notre antenne. Elle a dit qu'elle a qualifié, d'abord, elle vous a qualifié de mauvais perdant, mais elle a dit que c'était tout à fait exclu, justement, que cet article 1 puisse de nouveau sortir du chapeau. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Premièrement, vous dites qu'il y a eu un épisode mouvementé. Non, c'est pas un épisode mouvementé. Et il y a eu, de la part de la minorité présidentielle et de la part de la présidente de l'Assemblée nationale, un braquage démocratique, un passage en force. Elle s'est assise sur toutes les règles de l'Assemblée nationale comme les règles de la Constitution, en empêchant les députés d'opposition de déposer des amendements en commission. Je voudrais juste vous dire que ça ne s'appelle pas un épisode mouvementé. Aucun article du règlement de l'Assemblée nationale de la Constitution lui permet de refuser un droit élémentaire de toute démocratie, c'est que les parlementaires puissent amender un texte. C'est une rupture pour vous, ça va faire jurisprudence? Mais c'est extrêmement grave ce qui s'est passé, et je vous le dis, nous n'en resterons pas là. Nous allons saisir le Conseil d'État. Si le Conseil d'État se juge incapable ou incompétent sur ce sujet, nous saisirons la Cour européenne des droits de l'homme, mais nous ne laisserons pas faire le fait que, du fait juste qu'une personne le décide, les députés de l'opposition n'aient plus le droit de déposer des amendements sur un texte. C'est extrêmement grave. Vous croyez possible en ce moment, et vous croyez être entendu en disant la réforme des retraites peut encore être invalidée d'une manière ou de l'autre? Mais écoutez, il y a une loi d'abrogation. Cette loi d'abrogation, elle est enregistrée par la présidente de l'Assemblée nationale elle-même, qui a considéré qu'elle était recevable. C'est pas moi, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui a considéré que cette loi était recevable. Cette loi a été examinée en commission. Un article a été supprimé en commission. Cette loi va être examinée en plénière jeudi prochain. Nous faisons des amendements pour rétablir l'article qui a été supprimé en commission. Puisque la présidente de l'Assemblée nationale a considéré que ce texte de loi était recevable. Donc un article qui rétablit le texte de loi en l'état doit aussi être recevable. Si elle prend une autre décision, alors franchement, elle fera quelque chose qui est extrêmement grave. Braquage démocratique, avez-vous dit? On va s'arrêter sur ça et continuer à en parler. Manuel Bompard, quelles sont aujourd'hui les possibilités, alors que majorité et gouvernement, effectivement, estiment que la page est tournée? Une courte pause et on se retrouve. Qui peut concurrencer la MAF? En regroupant nos contrats à la MAF, on va faire des économies. Oh, désolé, on va tout mettre à la MAF. Vous avez échoué. Économisez 10% tous les ans sur votre deuxième contrat auto. Votre devis sur maf.fr et en agence. Mais ça serait parfait, ça, pour Apollo et Nala. Ils joueraient tout le temps ensemble, ils deviendraient inséparables, et j'aurais droit à ma pause câlin, obligé. Jardiland, cultivez votre bien-être. L'allaitement libre Pure Family est à 19,90 €. Quando è notte a più voci, a più lucidi, Broadway, dolce strada. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 des 99 € par mois. Café long, espresso, latte macchiato, un seul clic et Tassimo reconnaît chaque capsule. Ajuste seule la température, l'intensité et la taille du café. Parfait à chaque tasse. Tassimo s'occupe de vous. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, en achat digital en exclusivité sur Canal VOD. C'est moi le loup. Salut, moi c'est Camille, designer chez Carrefour. On a créé Les Incroyables, une gamme de produits innovants, et on va vous parler des jouets géants. L'idée, c'était de faire rêver les enfants et de développer leur créativité. C'est facile à monter, fabriqué en France et en carton recyclé. Retrouvez nos différents modèles dans vos hypermarchés Carrefour pour seulement 10 € le jouet. Les Incroyables, c'est inspiré par vous. Et créé par nous.
Chez Feu Vert, le vrai super pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. La preuve, en ce moment, votre forfait climatisation est à 54 €. Hasta la vista, l'inflation. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Vous apercevez déjà l'été à l'horizon? Avec EasyJet, envolez-vous vers les plus belles plages d'Europe à partir de 36,99 €. Réservez sur easyjet.com. Petit à petit, les algorithmes nous enferment dans une bulle. Il est temps de s'ouvrir à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à Avec la première billetterie de France, libérons la culture. Fnac. Depuis toujours, Ford innove pour démocratiser l'automobile. Pour fêter ses 120 ans, Ford vous propose des offres anniversaires exceptionnelles, comme Puma hybride 85 à partir de 199 € par mois et qui vous accompagnera quel que soit votre terrain de jeu. Alors, lancez-vous. Portes ouvertes les 10 et 11 juin. Et ce dimanche, le député et coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui vient de déclarer que ce qui a été fait par la majorité est une sorte de braquage démocratique autour de la réforme des retraites. À l'inverse, je la cite encore, la présidente de l'Assemblée nationale, Manuel Bompard, dit que vous n'avez pas accepté les règles du jeu, un petit peu comme des enfants gâtés, que vous avez multiplié l'obstruction, des centaines et des centaines de sous-amendements. C'est ce qui a été fait. Mais oui, c'est très simple ce qui s'est passé. Nous avons un examen d'une proposition de loi en commission, il y a un vote de suppression d'un article, et avant même qu'on puisse venir en séance, vous avez la présidente de l'Assemblée nationale qui dit « mais si ensuite vous cherchez à rétablir cet article, je le jugerai irrecevable ». Donc, qu'est-ce que vous voulez Sur qu'on aucun fasse fondement, selon vous, mais juridique, strictement constitutionnel, aucun fondement. rien. Écoutez, toute la jurisprudence parlementaire est très claire sur le sujet. Quand un texte de loi a été jugé recevable, et c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui l'a jugé recevable, comment vous pouvez m'expliquer comment remettre le texte de loi en l'état serait irrecevable alors que le texte lui-même initial était recevable? Ce qui est très simple aussi dans ce qui s'est passé, c'est que vous n'avez pas réussi à réunir une majorité contre ce texte pour voter la censure. Non, attendez, ne dites pas des choses... Non, mais attendez, disons les choses précisément. Il y a eu un vote en commission, vous le savez. Ça compte? Oui, mais un vote, d'accord, ça compte, mais un vote en commission, c'est pas un vote dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et pour une raison très simple, Sonia Mabrouk, et vous le savez très bien, c'est que la commission n'était pas à l'image de l'hémicycle complet, notamment parce que les députés, les Républicains, avaient changé 2 personnes, 2 députés, les Républicains qui sont opposés à la réforme des retraites, et en commission on peut changer des membres, et ces 2 personnes opposées à la réforme des retraites ont été remplacées par 2 personnes favorables à la réforme des retraites. Et la suppression de l'article 1 s'est jouée à combien de voix, Sonia Mabrouk? À 2, comme par hasard. En commission. En commission. Donc en hémicycle, il y aura un vote. Et il faut qu'il y ait un vote jeudi. Et si la présidente de l'Assemblée nationale ne veut pas permettre qu'il y ait un vote jeudi, elle va prendre une très lourde responsabilité. Et pour qu'elle ne prenne pas cette très lourde responsabilité, moi j'appelle les personnes qui nous écoutent à se mobiliser. Notamment, il y a une journée de manifestation mardi, parce que plus on sera nombreux dans la rue mardi, et moins elle pourra le faire. Qu'est-ce qui va se jouer le 6 juin, alors qu'on vient de parler des décrets quand même autour de cette réforme qui viennent d'être publiés au journal officiel? Il y a la leader de la CGT, Sophie Binet, qui vient de déclarer que rien n'est écrit d'avance. Mais qu'est-ce qui va se jouer encore? Je vous le dis, je pense qu'il faut augmenter encore le niveau de pression populaire. Pour un résultat, par exemple, un des premiers résultats, c'est permettre l'examen à l'Assemblée nationale jeudi. Ce serait quand même hallucinant qu'on puisse pas voter sur cette réforme des retraites. Non, Nicolas Barré, on n'a pas voté sur cette réforme des retraites. C'est à cause de votre stratégie à l'Assemblée nationale. Mais pas du tout. Mais si. Mais qui a utilisé l'article 47.1 de la Constitution? C'est moi. Oui, mais qui a utilisé l'article 49.3? C'est moi. Mais de quoi vous parlez? Certains à gauche vous disent que par votre stratégie, vous avez empêché un vote. J'ai entendu personne à gauche me dire ça. Là aussi, si vous voulez, reprenons les faits. Le président de la République avait l'intention d'expédier ça en quelques jours pour faire en sorte que la mobilisation sociale n'ait pas le temps de se déployer. Et donc, il avait utilisé l'article 47.1 de la Constitution pour dire, au-delà de 10 jours de débat à l'Assemblée nationale, le texte partira directement au Sénat. Et nous avons empêché cette manœuvre. Je le revendique, je l'assume
et j'en suis fier. Sauf que c'est pas moi qui ai utilisé l'article 49.3 de la Constitution en dernière lecture pour empêcher les députés de voter sur ce texte de loi. Et donc quand le groupe Lyot dit dans sa niche parlementaire on va mettre en place une loi d'abrogation tout simplement pour faire en sorte que l'Assemblée puisse voter, vous avez le gouvernement qui multiplie les manœuvres, les embrouilles, les pressions, les intimidations pour empêcher les députés de voter. C'est inacceptable, c'est insupportable. Écoutez, quand vous avez le président d'un groupe de la minorité présidentielle, le monsieur Marcangeli, le président du groupe Horizon, qui menace les députés corses du groupe Lyot en leur disant mais si vous continuez à vouloir l'abrogation de la réforme des retraites, le projet de la discussion institutionnelle sur la situation de la Corse va s'arrêter. Excusez-moi, c'est des méthodes de mafieux. Vous étiez présent mais Sonia Mabrouk, c'est pas que j'étais présent, il l'a dit à la télévision. Donc tout le monde était présent. Vous appelez ça une menace? Ça s'appelle des méthodes de mafieux, Sonia Mabrouk. Mais quand vous commencez à dire si vous continuez à vous entêter là-dessus, il y a un sujet qui a rien à voir avec la réforme des retraites, qui est la situation institutionnelle de la Corse, ça va s'arrêter. Ou quand vous avez des membres de l'exécutif qui appellent des députés pour leur dire à l'hôpital dans ta circonscription, si tu continues à t'entêter sur la réforme des retraites. Donc il y a eu des pressions, des menaces, c'est inacceptable. Donc, il faut que les députés puissent voter. Et ce que j'attends de la journée de manifestation de mardi, puisque c'était votre question, c'est qu'il y ait suffisamment de monde, qu'il y ait du monde, que ça fasse pression sur l'exécutif. 400 600 000 personnes de prévues c'est déjà bien, selon le renseignement. Mais vous ne manquez pas d'énergie, vous ne manquez pas de combativité, mais convenez-vous que vous êtes rendu au moment du barreau d'honneur. C'est-à-dire que la réforme risque de passer et la bataille se mènera autrement. Il y aura une colère qui va durer peut-être, mais cette séquence est terminée et la réforme des retraites va passer tout simplement. Vous êtes en train de faire le dernier tour de piste, mais monsieur arrêtez Bompard. de jeter comme ça en permanence de la désillusion, de la résignation. Vous n'y arriverez pas, c'est trop compliqué. Non, vous m'aurez pas à ça. Est-ce que cette bataille peut se terminer sans que vous ne l'emportiez? Une possibilité de revenir sur la réforme des retraites, je continuerai à me battre et je suis sûr qu'il y a des centaines et des millions de personnes dans ce pays qui continueront à se battre. Et si à la fin du fin, ils nous empêchent de voter, si à la fin du fin, ils nous empêchent tout simplement de pouvoir nous exprimer librement, on continuera à se battre et aux prochaines élections, on défendra l'abrogation de la réforme des retraites et le retour à la retraite à 60 ans. Cette bataille, elle continuera tout le temps. Elle s'arrêtera jamais. Voilà, il faut que tout le monde comprenne ce message. On l'évoquait à l'instant, s'il y a moins de monde dans la rue lors de la prochaine manifestation que lors des précédentes, vous ne direz pas, vous direz on continue quand même. Mais bien sûr, mais écoutez... Qu'est-ce qu'on continue? D'autres journées de mobilisation? Ça, c'est pas moi qui les décide. Mais vous serez favorable si les syndicats vont Mais moi, je suis favorable à ce qu'il y ait d'autres initiatives de manifestation sur cette question des retraites, comme sur d'autres d'ailleurs, sur la question, par exemple, des salaires. Tout le monde sait aujourd'hui que les salaires sont trop bas dans ce pays, qu'ils ont baissé relativement à l'inflation ces dernières années. De mobilisation sur ces sujets sociaux. Mais je pense qu'il y a une colère sociale dans le pays, et si le président de la République, il peut essayer de faire toutes les manœuvres qu'il veut, à la fin, il n'empêchera pas à cette colère de s'exprimer, à cette colère de persister. Donc cette colère, il faut qu'elle puisse s'exprimer politiquement. S'exprimer, c'est une chose, mais n'êtes-vous pas en train de la nourrir et de l'entretenir? Moi, la colère sociale, bien sûr que je la nourris. Mais je cherche à lui proposer ensuite une sortie politique, démocratique. Et c'est là aussi où le président de la République est irresponsable en essayant d'empêcher le vote à l'Assemblée nationale jeudi prochain. Parce que quand vous coupez peu à peu comme ça tous les canaux démocratiques qui permettent tout simplement de s'exprimer... Quel est le risque? Le risque, à la fin, c'est une forme d'explosion, des gens qui se disent mais... en fait, que la violence devient... vous imaginez bien qu'il y a des gens qui, au bout d'un moment, quand ils auront manifesté à 13 reprises, en étant parfois plus de 3 millions de personnes dans la rue, qui sont les plus grandes mobilisations dans ce pays depuis sans doute 40 ou 50 ans, quand vous avez l'ensemble des organisations syndicales qui sont opposées à cette réforme des retraites, quand vous avez encore, à l'heure où je vous parle, parce qu'on verra combien il y a de personnes dans la rue, attendez, quand vous avez, à l'heure où je vous parle, encore 70% des gens qui sont opposés à cette réforme des retraites, 70% qui demandent à ce qu'on puisse voter sur cette loi Lyot. Si vous empêchez tout ça, après forcément vous avez des gens qui vont se dire mais comment on fait? Et donc ça crée de la désillusion. Comment on fait? On va aux urnes et oui, mais justement ça crée du fait que des gens se disent ça sert à rien d'aller aux urnes parce que regardez après les députés, ils peuvent même pas voter sur cette proposition de loi sur les retraites. Donc je pense que le président de la République prend une responsabilité très lourde. Que de lui, vous parlez pas de la première ministre, c'est un couple, c'est un duo. Parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, mais elle n'a plus aucun rôle. Elisabeth Borne, elle est déjà pour vous balayée, dépassée, la page est tournée? Je pense que tout le monde a bien vu dans cette séquence
que le président de la République la rappelle à l'ordre quand elle dit des choses qui ne lui plaisent pas, que c'est le président de la République qui a manœuvré en coulisses avec la présidente de l'Assemblée nationale, qui au début était hostile au fait d'utiliser une manœuvre pour nous empêcher de voter à l'Assemblée nationale. Il a mis la pression sur elle. Tout le monde dit, et c'est tout ça est documenté, qu'il a fait du chantage. Bon, donc c'est clair que c'est lui qui décide tout ça. Et d'ailleurs, c'est aussi une des observations de cette période que l'on vient de vivre. Tout le monde a vu maintenant dans ce pays à quel point la Ve République, les institutions de la Ve République permettent à un homme seul de décider contre quasiment un pays tout entier. J'allais dire. Donc je termine, Sonia Mabrouk, après je viendrai sur la Première ministre. Donc je pense que la question qui est encore plus à l'ordre du jour aujourd'hui qu'elle l'était il y a 6 mois, c'est le fait de passer à une nouvelle République. On ne peut plus continuer avec cette monarchie présidentielle où le président de la République décide tout seul contre tout le monde, impose sa volonté à tout le monde. Je pense que les Françaises et les Français ont vu à quel point c'était insupportable. Malgré tout, sa Première ministre a fait entendre sa petite musique, notamment sur le Rassemblement national et l'héritier de Pétain. Juste sur cela, vous êtes d'accord avec la formule qui a été utilisée par la Première ministre? Mais c'est un fait. Je veux dire, il y a dans les fondateurs du Rassemblement national des personnes qui s'étaient illustrées sous la collaboration. Je veux dire, mais vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, c'est ce que vous voulez, mais ça c'est un fait, c'est documenté. Est-ce que vous diriez alors que Fabien Roussel est l'héritier de Staline? Je crois pas que Parti communiste français. Oui, mais je crois qu'ils s'en sont à plusieurs reprises distingués, non? Vous poserez la question. Je pose la question, est-ce que Marine Le Pen s'est pas clairement mis à distance de toute dimension pétainiste et tout ça? Je sais pas, je crois pas, non. J'ai jamais entendu des propos extrêmement clairs sur ce sujet. Mais en l'occurrence, si vous voulez poser des questions à Fabien Roussel, vous les poserez. Mais vous me posez une question, je vous dis que d'un point de vue factuel, le fait qu'il y a eu dans les fondateurs du Rassemblement national des personnes qui étaient des collabos est une évidence. De manière factuelle, le Parti communiste français était inscrit dans une histoire qui touche aussi à Staline. Il y a eu, dans le Parti communiste français des moments où le rapport à l'Union soviétique était effectivement pas très clair. J'ai pas de problème avec ce sujet, mais en l'occurrence, il me semble que les dirigeants actuels ont toujours pris leur distance avec une sorte de dévoiement du communisme qui a pu être l'Union soviétique. Avec l'héritage de son parti, il faut le prendre au sérieux. Mais bien sûr qu'il faut le prendre au sérieux. Non, mais attendez, vous n'obtiendrez pas de ma bouche des mots de banalisation de ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui. Parce que Mathieu Bock-Côté, et ça c'est pas de l'héritage, c'est du factuel et du concret. Quand le maire de Saint-Brévin, par exemple, est contraint de démissionner parce que il a accepté d'accueillir un centre de demandeurs d'asile dans sa commune et qu'il a été l'objet de pression de l'extrême droite, tous les élus à l'Assemblée nationale se lèvent en solidarité avec lui, sauf les élus du Rassemblement national. Vous voyez, ça c'est pas de l'héritage, c'est du concret. Donc vous obtiendrez pas de ma bouche des mots qui visent à vous faire croire ou à faire penser que le Rassemblement national d'aujourd'hui serait moins dangereux que le Rassemblement national d'hier. Une courte pause et on se retrouve, puisque vous êtes très en verve, Manuel Bompard, d'autres sujets à venir et on va voir si sur la gauche et ce qui est en train de se dérouler notamment à Montpellier, on dit que c'est un rassemblement anti-NUPES. Est-ce que vous le confirmez? À tout de suite. Nouvelle EQE SUV 100% électrique. Jusqu'à 570 km d'autonomie. Découvrez le nouvel EQE SUV. Ma machine dose elle-même. Moins d'eau, ça on aime. Découvrez nos appareils électroménagers Bosch disponibles chez Darty. Vivez plus responsable. Like a Bosch. Ah, il est vraiment bien ce réfrigérateur. On a bien fait de prendre un classe C. Oui, et seulement 499 € chez Electrodépôt. Et enfin un congélateur digne de ce nom. Tu penses vraiment qu'au prix, toi? Et aux économies d'énergie. Avec ce réfrigérateur combiné Valbert classe C à seulement 499 €. Profitez-en dès maintenant en magasin ou sur electrodépôt.fr. Qui a dit que l'électrification ne pouvait pas vous surprendre? Nouveau Nissan Qashqai e-Power. La motorisation unique pour profiter du plaisir de l'électrique sans recharge. Ce week-end, foncez aux portes ouvertes Flash pour essayer la nouvelle gamme Nissan e-Power et profitez de nos offres exclusives.
Tristan, Léa et Manon. Ça fait 12. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Ouais, mais un anniversaire, c'est pas tous les jours. Puis ça lui fait tellement plaisir. Je dis plus ça pour ce que ça va te coûter. Mais non, t'inquiète, maintenant je fais mes courses chez Lidl. Ah ouais. Bon. Si Lidl ne fait pas de concessions sur les prix, c'est pour que vous n'en fassiez pas non plus. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Voilà, tout est prêt. Suffit d'appuyer. Et au voleur, on dit ciao, ciao, ciao. Secteur alarme, réponds aussitôt. En moins de 20 secondes chrono. Vous êtes mal tombé. On est protégé. Et au voleur, on dit ciao, ciao. Secteur alarme, agis aussitôt. En moins de 20 secondes chrono. Rendez-vous sur secteuralarme.fr pour une installation en moins de 24 heures. Vous en connaissez combien des entreprises qui savent faire les choses exactement comme la paire les fait? Non mais sérieusement, vous en connaissez combien? La paire, il n'y en a pas deux. Vos papiers, s'il vous plaît. C'est votre véhicule? Ouais, c'est mon véhicule. Mais je vous la prêterai pas. Pardon? Mais vous excusez pas, je vous la prêterai pas. Oh, bonne journée. Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3 U Black Series est à partir de 99 € par mois. Portes ouvertes du 9 au 12 juin. Et le député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise, est notre invité. Nous avons passé en revue les sujets sociaux, sujets régaliens à présent, l'immigration. Manuel Bompard et les Républicains qui ont déposé une proposition de loi ordinaire pour mettre la pression sur le gouvernement. La droite part du constat qu'il y a un grand laxisme sur ce sujet. Il y a un sondage CSA qui indique que 65% des Français estiment qu'il y a trop d'immigration ou d'immigrés dans l'Hexagone. Ils ont tort ou raison, ces Français? Les Français, ils disent des choses très différentes. Par exemple, il y a un autre sondage aussi, Sonia Mabrouk, qui dit que la question de la lutte contre l'immigration, ils la mettent à la 12e position des priorités. Vous voyez, je vous en cite un autre. Pas contradictoire avec celui-ci. Non, c'est pas contradictoire, mais donc il me semble que ça veut dire que les Français, ils ont bien compris que dans la situation qu'on vit aujourd'hui, la question centrale, c'est les sujets qu'ils mettent en priorité. C'est la question de notre système de santé, c'est la question de nos salaires, parce que les Français, ils ont des difficultés aujourd'hui à boucler les fins de mois face à l'inflation. C'est la question des retraites qui a occupé une grande part de l'actualité politique de ces dernières années. Et non, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui en France, comme je le lis à droite ou à l'extrême droite, une submersion migratoire. La population présente sur le sol français issue de population immigrée, elle est en France inférieure à la moyenne de ce que l'on voit dans l'ensemble des pays européens, par exemple. Donc je pense qu'il faut être raisonnable sur ce sujet. Et j'observe qu'il y a à droite une volonté de tourner la page de leur division sur la question des retraites en essayant de mettre sur ce sujet à l'ordre du jour. Ça, c'est de la tambouille politique, mais sur le fond du sujet. Dimanche dernier, à votre... Pour la droite. Des Français. Non, vous parliez de ce qui se passe chez les LR. Mais dimanche dernier, à votre place, le député et leader du Parti communiste, Fabien Roussel, a affirmé qu'il fallait travailler un consensus sur ce sujet de l'immigration. Donc, il n'y a pas de tabou à en parler. Et il estime aussi, tout comme un député de la France Insoumise, François Ruffin, qu'il faut un retour et parler des frontières. Est-ce que c'est votre cas ? Alors, prenons les sujets un par un. Que moi, j'ai pas de problème à parler d'immigration, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Par contre, aller faire un consensus avec les propositions qui sont celles de M. Darmanin aujourd'hui, ça me paraît tout simplement impossible parce que je les combats. Parce que quand M. Darmanin reprend des propositions issues de la dernière proposition des Républicains, elle-même repris sur le programme qui était le programme de Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle, comme par exemple le fait de revenir sur l'aide médicale d'État ou le fait de proposer, alors ça M. Darmanin s'en est distancé, mais les LR non, de changer notre adhésion à un certain nombre de règles internationales qui sont pourtant type de Convention de Genève. Pour faire primer la souveraineté nationale sur une souveraineté européenne, comme fait par exemple, comme font d'autres pays européens. Attendez, prenons les sujets un par un, j'y répondrai après si vous voulez. Bon, je vous dis qu'il n'y a pas de compromis possible avec le gouvernement sur ce sujet, premièrement. Deuxièmement, sur la question des frontières, de quoi parle-t-on? S'il s'agit de dire
et je crois que c'est ce que dit par exemple mon camarade François Ruffin, qu'il faut qu'on soit en mesure de pouvoir contrôler quelles sont les marchandises qui rentrent sur le sol européen ou sur le sol français, celles qui n'y rentrent pas. Oui, bien évidemment. Parler des personnes et des marchandises. Non, je crois que François Ruffin a parlé des marchandises, à ma connaissance. Donc des frontières pour les marchandises et rien pour les personnes. Mais bien sûr qu'il faut des frontières, il n'y a pas de sujet. Personne n'a proposé de supprimer les frontières, mais il ne faut pas faire dire à François Ruffin ce qu'il n'a pas dit. L'idée d'un primat du droit national sur le droit européen, c'est pas complètement étranger à la France insoumise. Mais nous proposons que ça soit la souveraineté populaire en matière économique qui permettent de décider des choix qui sont les nôtres. La question est précise. Mais le primat du droit, au moment de la présidentielle, oui, le primat du droit national sur le droit européen. J'ai compris, Mathieu Bocoté. C'était, me semble-t-il, c'était pas étranger à votre programme. Mais l'adhésion aux conventions de Genève, la France n'a jamais voté pour le fait qu'on sorte des conventions de Genève, par exemple. Ou alors vous me dites quand. Je pose la question. Pour vous, est-ce une question de principe, le droit européen doit primer sur le droit national? Mais non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Heureusement que non. Sur cette question-là, c'est pas un scandale. Heureusement que non. Mais il me semble qu'on participe d'un certain nombre d'accords internationaux, européens ou plus larges d'ailleurs, qui permettent de garantir un certain nombre de droits élémentaires. Et que c'est plutôt des avantages que des inconvénients, et il faut plutôt se défendre, se battre pour qu'on les respecte, plutôt qu'on les remette en cause. Voilà. Ceci étant dit, maintenant vous m'interrogez sur notre proposition. Je ne comprends pas. Juste une chose, vous dites souveraineté populaire, oui, sur le plan économique, mais pas sur un sujet comme l'immigration. Je vous ai pas dit ça, je vous ai dit précisément l'inverse, mais en ce qui me concerne, je suis favorable au fait et à convaincre donc les Français que ces accords internationaux sont des accords positifs pour la France, tout simplement. Après, sur la question de l'immigration elle-même, voilà ce que je vous dis. Vous avez le début d'une proposition. Pardon ? J'allais y venir, mais si vous ne me posez pas 10 000 questions au moment où je fais le constat, ça permet de parler plus facilement des propositions. Mais nous avons toujours été clairs sur le sujet. Nous disons, partir de chez soi, c'est toujours une souffrance. On part jamais de chez soi par plaisir. Donc la question, les propositions, elles sont très simples. Comment on fait en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir de chez eux ? L'aide au développement ? Mais c'est pas seulement l'aide au développement. Par exemple, depuis des années que c'est en place. On sait très bien qu'il y a une augmentation. Les gens vont partir. Les gens partent pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons climatiques. Vous n'arrêterez pas le flux. Et on n'a aucune responsabilité là-dessus. Si, mais la question c'est comment faire pour le point d'arrivée. Non, je suis pas d'accord avec vous. Il n'y a pas de solution. La question c'est le point de départ. La question c'est pourquoi les gens sont obligés de partir. Pourquoi ils sont obligés de quitter leur famille. Vous allez les faire rester chez eux. De quitter leur terre. J'essaye de faire en sorte qu'on puisse, vous allez régler les problèmes de tous les autres pays. L'Union européenne, agir sur les causes qui produisent ensuite. Je vais vous dire, par exemple, vous allez avoir une augmentation des réfugiés climatiques. Donc la question de que fait la France, y compris à l'échelle internationale. Monsieur Bompard, ce sont des défis de plusieurs années. Et alors on attend. Mais je ne vous dis pas ça. Comment vous faites moi, je vous dis que ça, c'est lié à la question que vous êtes en train de me poser. Quand vous avez des gens qui partent des pays d'Afrique parce qu'ils sont dans des économies qui sont des économies détruites par les accords de partenariat économique imposés par l'Union européenne, on n'a pas une responsabilité sur ce sujet. Une chose importante, vous dites partir de chez soi, c'est toujours une souffrance. Oui. Est-ce que l'insécurité culturelle des Français, pour reprendre le concept de feu Laurent Bouvet, l'insécurité culturelle des Français qui se sentent quelquefois aujourd'hui étrangers en leur propre pays, c'est une souffrance légitime celle-là aussi? Mais il ne faut pas se sentir étranger dans son propre pays. Ceux qui sentent qu'ils se deviennent étrangers dans leur propre pays. Mais sur la base de quoi, Mathieu Bock-Côté? La culture, c'est pas quelque chose de figé. La culture, elle bouge des apports. Du voile, par exemple. Des symboles qui donnent l'impression quelquefois que les codes culturels traditionnels Donc vous voulez remettre en cause la laïcité? Non, d'aucune manière. Bon, on a la question, est-ce que le sentiment d'insécurité culturelle, il est légitime? Mais moi, je m'attaque pas au sentiment. J'essaye de faire en sorte qu'on construise un pays dans lequel tout le monde vit ensemble. Je vous parle de la souffrance de dire aujourd'hui, dans notre pays, qu'est-ce que vous proposez pour y répondre? Je pose la question. C'est un sentiment qui existe dans l'espace public. Vous en conviendrez. De quoi? Le sentiment d'inquiétude culturelle. Vous conviendrez qu'il existe aujourd'hui en France. Manifestement, il y a des gens qui expriment une peur. Et j'essaye de faire en sorte. C'est une peur légitime. Je pense qu'elle ne l'est pas, et donc j'essaye de convaincre les Françaises et les Français que leur problème aujourd'hui, c'est pas l'immigration, que quand vous avez des salaires aujourd'hui qui sont des salaires trop bas et que vous n'arrivez pas à finir les fins de mois, le problème c'est pas l'immigration, que quand vous avez un gouvernement qui décide de vous faire travailler 2 ans de plus, le problème c'est pas l'immigration. Mathieu Bock-Côté. J'essaye de convaincre tout simplement. Est-ce que malgré tout cette question de l'immigration ne contribue pas à vous éloigner d'une partie des classes populaires qui du coup se retrouve davantage dans les propositions du Rassemblement national? Mais ça, c'est ce que peut-être vous aimeriez. C'est un constat. Mais moi, ce que je suis en train c'est un constat qui est basé sur les résultats des élections.
De quelles élections? Toutes les élections, les dernières élections, voulez parler y compris des la prochaines présidentielle. élections européennes où la NUPES est annoncée à 26%, la présidentielle, par le exemple. Rassemblement national Que est le annoncé à Rassemblement national capte 21%. une partie des classes populaires, vous êtes écoutez, d'accord sur le constat aussi. Mais attendez, mais le Là, problème, on est c'est dans pas des que faits, je sois- avançons sur les Non, mais propositions. d'accord, mais moi, le problème, c'est pas que je sois d'accord ou pas d'accord. Le problème, c'est que moi, je dis aux gens, après, j'arrive à les convaincre ou j'arrive pas à les convaincre, ça s'appelle la démocratie. Je dis aux gens, ne vous trompez pas, le problème aujourd'hui, quand vous avez des salaires trop bas, ou quand vous avez des loyers qui augmentent, quand vous avez des charges liées à l'énergie qui explosent, le problème, c'est pas l'immigration. Est-ce que c'est Le problème, imaginable c'est... pour vous qu'il y ait trop d'immigration? Attendez, le problème, c'est les profits des super grandes entreprises qui s'en sont mis plein les poches pendant que vous tirez la langue. Et donc, ceux qui essayent de vous dire, le problème, c'est l'immigré à côté de chez vous, ils vous trompent et ils essayent de pointer d'autres responsables que les responsables réels. J'essaye tout simplement de les convaincre. Après, j'y arrive ou j'y arrive Alors pas, ça pour vous, s'appelle en la ce moment, il n'y a pas démocratie. trop d'immigration en France, très bien. Est-ce que c'est possible pour vous théoriquement qu'il y ait trop d'immigration ou c'est une impossibilité théorique? Mais je suis pas là pour faire de la théorie, Mathieu Bock-Côté, je comprends pas le sens de votre question. Cherchez pas à détourner les problèmes des gens. Les gens, quand ils se battent aujourd'hui, par exemple, C'est contre une la non-question, réforme des vous. retraites, moi j'ai vu dans les manifestations, il y avait des gens qui étaient d'origine française, tout le monde est français, ou des gens qui étaient issus de l'immigration, il y avait des gens de tous les milieux sociaux, et l'unité du peuple, elle se fait sur la question sociale. Et moi, je pense, et j'essaye de convaincre les gens, que sur la question sociale, on peut se regrouper parce qu'on a les mêmes intérêts, tout simplement. Finalement, c'est pas vraiment une question. De quoi? L'immigration. Mais je ne crois pas avoir dit que c'était pas une question. Je vous ai Question donné... secondaire, périphérique. Mais non, mais arrêtez avec les questions périphériques. Quand vous allez avoir... Je vous dis juste que vous prenez le problème par le mauvais bout. Vous prenez le problème en disant il y a des gens qui arrivent, comment on va faire en sorte de les empêcher d'arriver? Et la conséquence de tout ça, c'est très simple, c'est que entre janvier et mars, il y a eu plus de 400 morts en Méditerranée. Voilà, et notamment 200 morts en Méditerranée parce que les secours ont été retardés, par exemple, dans des ports italiens. Ça, c'est la conséquence concrète de cette politique. Excusez-moi de vous le dire, et je pense que les Français sont d'accord avec moi. Notre politique en matière d'immigration, c'est pas de laisser mourir les gens dans la Méditerranée. Est-ce que c'est essentiel ce que vous dites? Est-ce qu'il faut revoir le droit maritime? On voit que certaines organisations ont tendance justement à ramener ces bateaux vers des ports européens. Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils reviennent peut-être vers des ports tunisiens ou autres, qui sont des ports sûrs également, et peut-être plus sûrs que de continuer la traversée au risque de des vies de ces personnes? Le droit maritime, il dit que... Qu'est-ce qui prime? Être en vie ou arriver sur le sol européen? Ce qui prime, c'est la sécurité des gens. Donc, si c'est des ports sûrs plus proches, le plus proche. Bon, donc c'est le port sûr le plus proche. Donc on va pas changer le droit maritime. Vous pensez que c'est toujours le cas? C'est le port européen? Parce que ce qui prime, c'est la sécurité. Ça doit être la sécurité des gens, parce que personne ne peut accepter l'idée qu'il y ait 400 personnes qui meurent en Méditerranée en 3 mois. Voilà. Et ça, je pense que tous les gens, tous les Français, même quand ils ont des difficultés sociales, ils sont pas d'accord avec le fait qu'on laisse mourir des gens dans la Méditerranée. Manuel Bompard, tout autre sujet. Vous avez parlé d'unité du pays, on va parler d'unité de la gauche, avec ce qui est en train de se passer à Montpellier. Vous avez été invité, non? Je crois pas, non. C'est sûr même. En tout cas, j'ai pas reçu d'invitation. Vous l'attendez encore? Non, mais... Je pense que c'était pas un week-end très intéressant pour moi. Bon, on va quand même en parler. Une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. C'est la nouvelle tourtelle twist. Fruits et plantes. Le mariage subtil entre la légèreté de la framboise et la fraîcheur de l'hibiscus. Bah quoi? Tourtelle twist et fruits et plantes, sa subtilité va vous surprendre. Ouais, si tout le monde est connecté, c'est bon? On peut commencer? Ouais, attends. On ne choisit pas ses voisins. Mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Achetez, louez, vendez sur le site immobilier préféré des Français. Ah, Se Loger, vous avez les clés. Pas ici, papa. Un jour, tu seras moi. Nouveau Skoda Enyaq Coupé i-Vie 100% électrique à partir de 369 € par mois seulement. Et dès demain, profitez de la garantie 5 ans offerte sur toute la gamme Skoda. Portes ouvertes les 10 et 11 juin. Vous apercevez déjà l'été à l'horizon? Avec EasyJet, envolez-vous vers les plus belles plages d'Europe à partir de 36,99 €. Réservez sur easyjet.com.
Ma machine dose elle-même. Moins d'eau, ça on aime. Découvrez nos offres valables sur une large gamme d'appareils électroménagers de Bosch. Vivez plus responsable. Like a Bosch. Découvrez Sublime, la nouvelle machine compacte L'Or Barista, compatible avec les capsules classiques et XXL pour préparer 2 espressos, un double espresso, un café long ou un délicieux espresso. L'Or Barista, double espresso, double plaisir. Et pour la fête des mères, jusqu'à 80 € remboursés pour l'achat de votre machine L'Or Barista. Rendez-vous en magasin ou sur l'orespresso.fr. Hé mon pote, je crois que t'as besoin d'une petite révision. Par le pouvoir du chat! Le robot est mis KO, il sauve le monde et feu vert. Ça raconte super bien le pouvoir du chat. Hein. On voulait parler du pouvoir d'achat, pas du pouvoir du chat. Ah. Par contre, le costume, il claque. Chez Feu Vert, notre vrai pouvoir, c'est de vous faire économiser en moyenne 142 € sur votre révision. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Et surtout notre invité ce dimanche, Manuel Bompard. On a évoqué les questions sociales, le débat politique et parlementaire, des sujets régaliens. Place aussi à présent à ce qui se passe au sein de la gauche. Le député François Ruffin a déclenché, Manuel Bompard, un tollé au sein de votre parti en déclarant que le changement de genre ne doit pas être au cœur d'un projet politique. Le député a jugé qu'il faut, je cite, réparer les fractures de la société, comme vous nous le dites depuis tout à l'heure, et non les creuser. Ce n'est en rien une position de la France insoumise, a tout de suite réagi Sophia Chikirou. Alors il faut préciser que François Ruffin, depuis, sur les réseaux sociaux, a rétro-pédalé, a davantage expliqué sa position. Mais quand même, est-ce qu'on a le droit d'avoir un avis plus personnel sur cette question, ou il faut suivre l'avis du parti ? Bah non, mais quand on a été élu député de la France insoumise, on a été élu sur un programme. Et ce programme, il inclut notamment le fait d'inscrire la liberté du genre dans la Constitution. Donc c'est le programme qui nous engage tous. Et François Ruffin a dit, vous l'avez dit vous-même, ensuite a sur Twitter donné des explications. Donc il me semble qu'il en convient également. Moi, je suis jamais à l'aise avec l'idée finalement qu'il y aurait il y aurait une forme de hiérarchie entre des questions sociales et des questions sociétales. J'ai jamais compris cette distinction. Vous avez fait tout à l'heure la hiérarchie entre questions sociales pas du tout. Et régaliennes. Vous m'avez dit l'immigration vient en 12e position. Et pourquoi ? Non, vous m'avez interrogé sur un sondage, je vous ai interrogé sur un sondage aussi. Je pense par ailleurs que la question des discriminations liées par exemple à son genre, c'est une question éminemment sociale, parce que ça a des conséquences éminemment sociales en matière de droit d'accès au logement. Pourquoi a-t-il dit ça ? Le changement de sexe ou de genre chez les mineurs, par exemple. C'est une question qui peut se débattre aujourd'hui. Mais tout peut se débattre, Mathieu. Est-ce qu'on pourrait être à la France insoumise, tout en disant, ça je suis en désaccord, le changement de genre ou le sexe chez les mineurs, c'est pas possible. Non mais Mathieu Bock-Côté, comme dans toute formation politique, vous avez un programme, et vous vous engagez à défendre collectivement ce programme, c'est normal. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce programme, il y a d'autres formations politiques qui portent d'autres programmes. S'il ne s'était pas excusé, s'il n'avait pas fait son autocritique, s'il n'avait pas fait son autocritique, aurait-il encore été le bienvenu à la France insoumise ? C'est pas intéressant, je vous ai dit. Je vous pose la question, il s'est excusé. Précisément sur le sujet. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Notre programme, il s'inscrit dans une vision humaniste de la société. Et un des premiers principes de l'humanisme, c'est la liberté individuelle de déterminer qui on a envie d'être. Et pas de rentrer dans les cases que la société décide de déterminer. Permettez-moi d'insister néanmoins parce que c'est important. Importante et primordiale. S'il n'avait pas fait son autocritique 24 heures plus tard, aurait-il encore été le bienvenu à la France insoumise ? Mais je ne vais pas vous dire que... Mais ça aurait posé un problème, mais on aurait donc dit que le programme c'était celui-là et que ça restait notre programme. Bon voilà, il n'y a pas de... Cherchez pas, je sais très bien la volonté toujours d'essayer de créer des dans quelle mesure le pluralisme est-il possible dans vos rangs ? Je ne rentrerai pas dans vos jeux. Le pluralisme... Est-ce que ça vous a surpris ? C'est toujours possible. Après, c'est normal que quand on a un programme dans lequel on a été élu il y a un an, on fasse en sorte de le respecter. Sinon, les gens vont me dire, ça sert à quoi de défendre? Est-ce que sa réaction chez nos confrères de France Info, quand il a dit cela, ça vous a surpris avant qu'il ne rétropédale? Mais je crois avoir dit précisément que
j'étais pas d'accord avec sa première expression. Voilà, donc surpris ou pas surpris, c'est pas vraiment le sujet. Je pense que c'était une maladresse de dire ça. Et il l'a clarifié lui-même. Il a vraiment changé d'idée en 24 heures ou il s'est soumis à la pression? Je vous poserai la question. Moi, je ne vais pas faire l'exégèse des prises de position 1 et des prises de position 2 de François Ruffin. Il me semble que... Je sais, si vous voulez, allons au cœur du débat. Il y a une vision qui est, à mon avis, erronée, qui est l'idée de dire que parce que la gauche aurait commencé à parler des questions sociétales, elle aurait abandonné la question sociale. Je vous ai dit à quel point j'étais pas à l'aise, d'ailleurs, avec cette distinction. Mais je vais être très clair. Le problème de François Hollande, c'est pas qu'il ait fait le mariage pour tous. Le problème de François Hollande, c'est qu'il ait fait la loi travail, la loi El Khomri. C'est pas parce qu'il a fait l'un qu'il a fait l'autre. Donc le problème, c'est pas qu'il ait décidé d'avancer sur les questions liées à l'émancipation, à la liberté, à l'égalité de tous. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il ait décidé de mettre en place une politique de régression des droits sociaux, de lutte contre l'égalité sociale. C'est ça le problème, c'est pas l'autre chose. Est-ce que pour vous, François Ruffin, pour revenir à François Ruffin, pourrait avoir une envergure de présidentiable et porter les couleurs de votre formation? Je pense qu'il fait partie des figures à la France Insoumise qui sont susceptibles de jouer un rôle encore plus important que celui qui joue aujourd'hui et à l'avenir. Oui, mais vous le souhaitez personnellement? Jean-Luc Mélenchon, du coup. Mais Jean-Luc Mélenchon a dit lui-même, je crois que vous pouvez reprendre ses propos, j'aspire à être remplacé. Donc il y a différentes personnes qui sont susceptibles de le remplacer, ça me paraît être une bonne chose. Maintenant, il est lucide d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, parce que habilement, il avance lui-même sur l'après-Mélenchon avant que ça ne soit parce que Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il dit clairement les choses. Je pense qu'il espère faire en sorte qu'émergent à l'avenir des figures politiques en mesure de représenter la France Insoumise. Est-ce que la France Insoumise est un parti bonapartiste? Est-ce qu'il faut un leader finalement ou une pour l'instant, l'objectif, c'est qu'il y en ait plusieurs. Et puis ensuite, il faudra à un moment choisir. Mais vous comprenez bien qu'on ne va pas choisir en 2023 qui va être notre candidat à l'élection présidentielle de 2027. Oui, on va être un peu raisonnable. Bon, en tous les cas, ce week-end... Sonia Mabrouk, la France, elle meurt aussi de ce présidentialisme à outrance. Donc, faisons en sorte, pour l'instant, d'être dans une vision qui soit une vision de faire avancer collectivement. À qui vous le dites ça? Vous ne le dites pas aux journalistes? À qui vous le dites? À vos troupes? À M. Ruffin? Non, je le dis aux journalistes qui m'interrogent en 2023 sur quel est le candidat que va désigner la France Insoumise en 2027. Et vous pensez qu'il n'y pense pas en se rasant, M. Ruffin? Mais ça, vous lui poserez la question. D'ici là, moi, ce que je sais, c'est que d'ici là, il y a des batailles à mener. La première, c'est celle sur les retraites. Il y en a d'autres. Et que peut-être que d'ailleurs, la prise du pouvoir, elle attendra pas 2027. Peut-être qu'avant, on va être amené à revoter parce qu'on voit bien qu'il y a une situation d'instabilité totale avec un président de la République qui dispose pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est important ce que vous dites. Il pourrait y avoir des élections demain ou après-demain, par exemple. Je crois que c'est une évidence qu'à partir de ce point de vue, il faut avoir un chef maintenant. Mais je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon ait totalement disparu du paysage. Donc il pourrait encore être candidat en 2027. C'est une vraie question néanmoins. C'est votre chef. Mais pourquoi vous voulez me faire dire à me faire parler à la place de Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, il vous dit j'aspire à être remplacé. C'est ce qu'il a dit, c'est ses mots, c'est ses termes. Pose la question, c'est pour ça, c'est tout. D'ici là, il y a un certain nombre de figures et c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon en particulier qu'il y a un certain nombre de figures qui ont réussi à émerger dans le paysage politique. Et moi, j'aspire à ce qu'il y ait de l'émulation entre ces personnes et pas de la compétition. Et moi, j'ai l'intention de travailler dans cette direction. Ça tombe bien. L'émulation, il y en a, pas seulement au sein de la France Insoumise, plus largement à gauche. Vous avez vu ce qui s'est passé à Montpellier. Il y a eu Carole Delga, il y a eu Anne Hidalgo, il y a eu le socialiste Nicolas Meyer-Rossignol. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se définissent carrément ou quasiment comme la gauche anti-NUPES. Comment vous réagissez à cela? Ils font ce qu'ils veulent. Mais attendez, ils font ce qu'ils veulent, mais j'observe qu'aux dernières élections législatives, la gauche anti-NUPES, elle a déposé des candidatures dissidentes par rapport aux candidatures de la NUPES. Ça a été un échec majeur et ça n'a eu pour résultat que de permettre d'éliminer du premier tour les candidats de la NUPES au détriment de candidats macronistes ou de candidats du Rassemblement national. Donc pour l'instant, la victoire ou le succès de la gauche anti-NUPES, ça a été davantage de députés législative partielle, et davantage plus de députés du Rassemblement national. Mais voilà, ça c'est pour l'instant le bilan concret de la gauche anti-NUPES. La gauche anti-NUPES, est-ce que c'est une gauche? Ils sont encore de gauche? Mais la gauche version Cazeneuve. C'est important pour vous, la gauche. Il définit cette gauche-là comme une gauche de responsabilité qui peut arriver au pouvoir, contrairement à une gauche qui serait... Alors, ils ne le disent pas ainsi, mais gauche de responsabilité versus gauche... Écoutez, c'est une gauche qui s'inscrit dans la filiation de François Hollande, qui a été dans l'incapacité de se représenter à l'issue de son premier mandat. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est la gauche la plus à même de prendre le pouvoir demain, mais pour l'instant, elle a eu un bilan qui est un bilan extrêmement clair, c'est que
le président de la République qui portait cette orientation n'a même pas pu se représenter au suffrage des électrices et des électeurs. Donc je pense que si certains, ils ont le droit de le penser, pensent que l'avenir se situe de ce côté-là, je crois qu'ils se trompent lourdement. Écoutez, avec la NUPES, nous avons remporté le premier tour des élections législatives. Nous avons été devant. Nous n'avons pas gagné au deuxième tour. Nous avons fait élire 151 députés. C'est un bilan qui est un bilan positif. Maintenant, il faut continuer le travail pour faire en sorte que la prochaine fois, ça peut être en 2027, ça peut être avant, que la prochaine fois, on soit en mesure de conquérir une majorité liste pour commune transformer aux la vie des européennes. gens, tout simplement. Liste commune aux européennes, monsieur. Ben moi, c'est pas une surprise. Moi, je le souhaite. Je pense que. Oui, non, mais je fais davantage appel à votre lucidité qu'à vos souhaits, parce que là, ça prend la forme d'un vœu pieux quand même. J'essaye toujours de mettre en conformité mes souhaits avec ma lucidité, Sonia Mabrouk. Je pense que j'aspire à convaincre mes partenaires de la NUPES que si on veut incarner l'alternative au macronisme déclinant et à l'extrême droite qui menace, on a intérêt d'être unis, et notamment d'être unis aux prochaines élections européennes pour être en tête de l'élection européenne. Là, c'est un message pour Fabien Roussel, pas pour les journalistes. Et pour que les Françaises et les Français qui nous écoutent sachent qu'ils ne sont pas condamnés à choisir entre Macron ou son successeur ou sa suite et Madame Le Pen. Et pour ça, il faut que la NUPES soit élue. Donc c'est un appel à personne en particulier et à tout le monde. Et je ne m'en cache pas. Bien. Je dis à tout le monde, je pense que vous faites une erreur si on part dispersé aux élections européennes. Et j'aimerais les convaincre que ce serait sans doute la meilleure option pour le pays tout entier. Le message, en tous les cas, est passé. Sera-t-il entendu? On le verra. Fidèle lieutenant Manuel Bompard. Et vous pouvez être premier? Premier d'eux pour arriver plus haut. Je suis coordinateur de la France Insoumise. Non, mais là, c'est de la langue de bois. Non, le fidèle lieutenant peut être. Il peut être calife à la place du calife? Non, moi, pour l'instant, franchement, je pense qu'il faut prendre les choses étape par étape. Mon rôle, c'est d'animer et de faire vivre la France Insoumise. J'espère faire progresser ce mouvement et faire en sorte que ce mouvement, ensuite, il puisse faire émerger dans ses rangs des figures en mesure de remporter les élections présidentielles. Dont vous, tout peut-être. Simplement.